bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche au cœur de la parentalité, le désir d'enfant et face à l'épreuve de la réalité. On dit souvent que l'adoption, c'est un parcours du combattant, mais quand on a un couple d'hommes, ce parcours devient une véritable odyssée, faite d'espoir, de murs administratifs et d'une attente souvent interminable. Mes invités du jour sont un couple, Olympe et Julien. Bienvenue. Vous connaissez sûrement Olympe pour sa voix unique qui nous a bouleversés dans The Voice ou pour ses albums, mais aujourd'hui, nous recevons l'homme, le papa et le couple qui prennent la parole ensemble sur ce sujet si important. Bienvenue à tous les deux. Avant, ils ont attendu 6 longues années avant de pouvoir serrer leur enfant dans leurs bras. Ensemble, nous allons répondre aux questions que beaucoup se posent. Comment survit-on à une attente aussi longue sans que le couple n'explose ? Comment gérer l'ascenseur émotionnel des services sociaux ? Et surtout, comment passe-t-on du rêve à la réalité de la paternité au quotidien ? C'est un témoignage rare, nécessaire et rempli d'espoir que je vous propose d'écouter. Mais avant de commencer, un petit rappel essentiel. Abonne-toi pour ne rien manquer, mets 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify, j'y réponds directement. On se retrouve aussi sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Et si tu veux m'envoyer un message vocal, le lien SpeakPipe est juste en description. Enfin, pour soutenir le podcast et accéder à plus de 150 bonus, rejoins Papatriarcat+, les épisodes sont sans pub et en avance, c'est aussi en description. Pour commencer, Olympe, Julien. Bon, beaucoup connaissent Olympe à travers sa musique, mais on connaît moins l'homme derrière l'artiste. Donc ma première question s'adresse surtout à toi. Tu partages ta vie avec ton mari Julien depuis de nombreuses années. À quel moment de votre histoire avez-vous su que fonder une famille était une évidence, voire une nécessité pour votre équilibre ? Franchement, je ne sais pas du tout. J'avoue que je sais pas comment c'est arrivé chez nous. Je saurais pas dire non plus exactement, mais assez tôt finalement parce qu'on s'est mis en couple en 2013 et je pense qu'on a lancé la procédure en 2016-17. En fait, déjà, il fallait être marié pour pouvoir lancer la procédure d'adoption. Et on s'est marié en 2016. Ouais. Donc, je pense que ça a suivi 2017. Et ce désir d'enfant, c'est quelque chose que vous aviez déjà interrogé avant d'être en couple ou pas ? Alors, moi, personnellement, je pensais que j'allais jamais avoir d'enfant. Enfin, étant jeune, je me le disais déjà en tant qu'homosexuel, c'était compliqué. Et puis, je me disais, est-ce que je vais réussir à assumer le rôle de père ? Enfin, c'est vrai que ça fait peur, hein, même. Je pense pas forcément parce que je suis gay, mais même des hétéros peuvent se dire, être père, c'est une responsabilité. Et est-ce que j'ai les épaules pour l'être ? Et donc, ouais, c'était. Quand j'étais jeune, non, je me disais je vais être papa. Et puis après, en prenant un peu d'âge et puis en étant en couple avec Julien, je pense que quand on commence à construire quelque chose de solide, on a envie ensuite de continuer dans cette lancée. Et c'est vrai que la question de la parentalité est arrivée comme ça, naturellement en tout cas. Pareil pour toi, Julien, t'avais un désir Moi, j'ai toujours su que j'aurais des enfants. Je ne savais pas par quel moyen, mais ouais, ça a toujours été un désir, pas forcément au début de la vingtaine. Il s'est accentué avec le temps et puis aussi avec l'entourage qui évolue aussi, avec les premières naissances, les mariages et la représentation de la famille. Oui, j'ai eu envie à un moment de devenir père aussi, et je savais que j'allais y arriver un jour ou l'autre, mais je ne savais pas comment. Tu évoques la représentation, ça m'amène une question, c'est vous, dans vos parcours de vie en tant que personne homosexuelle, est-ce que vous avez eu l'occasion de grandir ou d'observer en grandissant des représentations justement de parentalité homosexuelle ? Moi, jamais de mon côté. Okay. Moi, pas du tout. Déjà, j'étais élevé par mon grand-père avec mon frère et ma sœur. Okay. Donc déjà, j'avais pas trop la représentation de la famille normale, on va dire, en tout cas classique. Donc voilà, moi mes parents étaient séparés et puis ça a été une histoire compliquée. Mais ouais, j'ai été élevé par mon grand-père et non, j'avais pas du tout de couple, déjà de personnes homosexuelles dans l'entourage, j'en avais pas du tout. Et encore moins des parents, quoi. Parce que même dans les films, il y avait pas à cette époque-là, il y avait pas de. Non, je crois pas. Et puis c'est vrai que moi à mon époque,
quand on parlait pas de ça en fait. On parlait pas d'homosexualité, on parlait pas de. Enfin, peut-être, mais moi en tout cas en tant que jeune et petit, j'entendais pas parler de ça. Bah, ça existait, mais ça se montrait pas, je pense. Ouais, je pense. C'est ça surtout. Pour un couple d'hommes, il existe plusieurs options, notamment la GPA à l'étranger. Bon, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans le podcast, mais peut-être que vous, ça a fait partie de votre réflexion aussi. Pourquoi ce choix s'est porté spécifiquement sur l'adoption ? Est-ce que c'était une volonté d'aider un enfant qui était déjà là ? Nous, on est parti sur le principe qu'il y a des enfants qui sont en attente d'amour d'une famille. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer l'adoption plutôt qu'aller sur la GPA ? Après, c'est le choix de chacun. Et voilà, il y en a qui nous ont dit, mais comme c'est pas votre enfant biologique, est-ce que vous allez l'aimer autant, etc. Et en fait, nous, on s'est pas posé cette question-là. On s'est dit, on a envie de créer une famille et pourquoi ne pas adopter, en fait. C'était naturel et la GPA, c'était vraiment pas notre choix, mais on s'était dit que si on n'arrivait pas à adopter, peut-être qu'on aurait fait appel à la GPA. Mais après, l'adoption, on s'y est lancé aussi parce qu'on était jeunes au moment où on s'est lancé. Faut savoir que c'est des procédures qui durent très très longtemps. Une adoption qui se fait en 2 ans, c'est très très rare. Nous, ça a duré quasi 6 ans. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'était porté sur l'adoption, parce que ça permettait aussi de laisser mûrir le projet. Puis finalement, on a beau dire, mais nous, ça arrivait à un moment de notre vie qui était idéal. Si serait arrivé quelques années auparavant, c'était un peu plus compliqué parce que moi, j'étais pas encore à mon compte, donc j'aurais dû prendre un congé. Je sais même pas comment ça se serait passé à l'époque. Et voilà, on était dans une situation idéale au moment où c'est arrivé. Et en fait, on se dit que les choses n'arrivent pas. Oui, parce qu'il faut savoir que quand on adopte, en tout cas nous dans le Nord, on nous a imposé qu'un des deux s'arrête de travailler pendant 6 mois minimum. Donc du coup, alors ils nous disent qu'il faut prévenir notre travail, etc. Nous, ça va, on est à notre compte, on a notre entreprise, etc. Donc ça va, mais je me dis, quelqu'un qui a un travail, qui travaille dans une entreprise et qui est salarié, de dire je vais m'arrêter 6 mois, je suis pas sûr que tous les patrons acceptent ça. Et en fait, on n'a pas le choix. Je sais pas si on n'a pas le choix d'accepter. Ok, d'accord, je savais pas. Moi, en tant que cadre, j'ai eu à gérer une absence de salarié qui a adopté une petite fille en Thaïlande. Et en fait, dans les 6 mois, lui, il avait le voyage en Thaïlande, comment on appelle ça, l'adaptation dans le pays d'origine. Et là, c'était pas un tout petit bébé, je précise aussi, c'était une fille qui avait 2 ans, je crois. Donc, il y avait une période d'adaptation dans le pays d'origine, ensuite revenir en France et une période d'adaptation en France. Et en fait, juste, on n'a pas le choix. L'employeur n'a pas le choix. Ok, ça j'étais pas forcément. C'est important de connaître ça sur ce coup-là. Mais moi, j'ai eu un de mes anciens jobs, même si l'employeur est obligé, je pense que ça aurait fait vraiment grincer des dents et il y aurait eu une ambiance. Et puis on peut te mettre au placard aussi. Après. Ouais, c'est ça. Après, on va dire, tu reviens, mais alors, tu t'occupes des cafés et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, c'était. Oui, c'est vrai que ça arrivait à une période où on avait notre entreprise, où on était un peu plus libre. Et je pense que ça arrivait au moment où ça devait arriver, en fait. Puisqu'on compare avec la GPA, j'ai une question à vous poser aussi. Est-ce qu'il y a un budget aussi à prévoir ? Parce que la GPA, c'est un budget. On a déjà clairement parlé plusieurs fois dans ce podcast. Est-ce que l'adoption, c'est aussi un budget spécifique à prévoir ? Ou est-ce qu'il y a un circuit qui est justement un petit peu plus facile d'accès ? En France, alors nous, à l'époque où on l'a fait, on devait prendre rendez-vous chez un psychologue parmi une liste ou un psychiatre parmi une liste de psychologues et psychiatres agréés. Donc, il y avait le montant de la consultation à payer. Un médecin généraliste. Ensuite, un médecin généraliste dans une liste aussi pour avoir un certificat médical. Et après, il n'y a pas d'autres frais. Donc, du coup, on a dû dépenser 200, 250 € pour les formalités. Et après, non, il n'y a pas besoin de donner une somme d'argent. Moi, je me rappelle quand on a adopté, j'ai quelqu'un qui a commenté vous l'avez acheté à 1 million d'euros, votre enfant, etc. Et dans la tête, je dis mais c'est quoi ces gens qui disent des choses débiles ? Les seules dépenses, finalement, c'est à l'arrivée d'Ava, quand elle est arrivée à la maison. On a eu 15 jours pour se préparer. Et donc là, il faut sortir quand même la poussette, le lit, la chambre, voilà, comme tout parent en fait. Comme tout parent. On n'a pas 9 mois. Sachant que c'est en 2 semaines, parce que comme on avait un agrément pour un enfant de 3 mois jusqu'à 4 ans, c'est pas du tout les mêmes besoins. Et surtout, ils nous disent
ne préparez pas une chambre d'enfant parce que c'est pas parce que vous avez l'agrément que vous allez adopter. Ouais. Ils nous mettent c'est très clair sur la situation, en fait. Ok. c'est qu'en fait, ils cherchent une famille qui correspond aux besoins d'un enfant Et pas et ils l'inverse. cherchent pas un enfant pour une famille. Très Donc, important. C'est très important. Donc, ils nous disent, on connaît des couples qui ont eu 2, 3, 4 agréments et qui n'ont après jamais ont arrêté, qui n'ont jamais adopté. Mm. Donc, ils nous ont dit, vivez votre vie, ne préparez pas une chambre. Donc, du coup, nous, on vivait notre vie. On s'est dit, voilà, on nous dit de pas nous mettre la pression. Et puis, c'est vrai que, je sais pas moi, mais si dans ta maison ou ton appartement, tu as une chambre pour un enfant, tous les jours, tu passes devant et tu te dis, bon, il est pas là ou C'est elle est pas là. Et c'est déprimant. Et au bout d'un moment, ça peut, je pense, vraiment Tuer le moral. à aboutir, voilà, à te casser le moral, à une dépression même peut-être. Hein. Mm. Donc c'est vrai que quand on nous annonce que on va adopter, on a 2 semaines, et dans ces 2 semaines, il y a la semaine d'adaptation avec l'enfant où on va tous les jours du matin jusqu'au soir. Donc du coup, on n'a pas trop le temps de préparer. Non. Et ce qui était bien, c'est que la sœur de Julien était enceinte à ce moment-là. Et en fait, elle avait une liste de naissances toute faite Ok. sur un site de puériculture et elle m'a dit commandez la même chose. Et puis Copie-colle, voilà, quoi. voilà. C'est simple, faites ça pour Après, on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas nécessaires, mais Mais ça, je te rassure, c'est chez toutes tout les le monde. toutes les listes, tous les parents. Moi, je dis souvent d'ailleurs, arrêtez d'offrir des bodies vraiment. Ouais, Ouais. Faites plutôt des plats surgelés si vous voulez pour Ouais. le postpartum et tout. c'est Ouais. clair. Ah, parce que ça n'a C'est rien ça à le plus voir. compliqué. Vous, votre parcours, il a duré 6 ans. On va revenir sur les détails de l'arrivée de votre enfant, mais votre parcours, il a duré 6 ans. C'est long, 6 ans. Enfin, moi, je trouve que c'est très long, 6 ans. Comment est-ce qu'un couple survit à une telle attente? Est-ce que ça a soudé votre relation ou est-ce qu'il y a quand même des moments où ce projet vous a challengé, voire même mis en péril? En fait, je pense qu'on a un couple qui communique beaucoup et sur plein de sujets, pas forcément sur l'adoption, mais dès qu'il y a une épreuve dans notre vie, on est parle très de ça. soudés. Et on parle beaucoup de ça et je pense que l'adoption, on a continué à vivre notre vie comme ils nous l'ont conseillé. Et puis après, quand même, on a tous les ans, fallait écrire un courrier à la date anniversaire de l'agrément pour dire qu'on est toujours dans ce projet, expliquer ce qu'on a fait depuis, si on s'est renseigné, Si on a lu des livres, regardé des reportages. regardé des films, etc. sur l'adoption. Ok. Et on a aussi quelquefois des rendez-vous avec la psychologue du service, etc. Et puis on a un moment où on est tombé sur une psychologue qui nous dit mais vous comprenez que votre projet n'est pas réalisable. On lui dit comment ça? Elle dit nous on part de la construction psychique de Freud et donc du coup c'est un papa et une maman et vous comprenez que tant qu'il y aura un papa et une maman, c'est compliqué, vous Pardon allez pas aboutir. Et là, on s'est regardé et on a dit, c'est un peu discriminatoire ce que vous êtes en train de dire. c'est surtout que juste avant, elle avait quand même dit Olympe, je vous adore avec ma fille, on vous a c'est vrai, on vous a suivi et tout. Et je dis, ok. J'aime bien quand tu chantes. Ouais, c'est ça. pas Et on lui a dit, écoutez, on trouve que c'est discriminatoire et puis, comme l'indique la loi de 2013, on peut adopter. Elle dit, c'est vrai que vous me poussez dans mes retranchements. Et du coup, on est sorti de ce rendez-vous et on s'est dit, là, franchement, c'est un peu déprimant, mais on s'est pas laissé abattre. Ouais. Et c'est surtout aussi que je trouve que l'adoption en France, c'est un peu opaque, tout ce qui est autour. Ouais. On ne sait pas vraiment les process, on ne sait pas trop comment ça se passe derrière. Surtout que le conseil de famille qui se réunit pour l'agrément. Ouais. Et pour sélectionner une famille pour l'enfant. Ouais, mais je crois qu'il y a un peu une différence. Enfin, c'est pas toujours les mêmes personnes, mais le conseil de famille qui se réunit pour savoir s'ils vont donner l'agrément, etc., est composé de plein de membres. Et normalement, la liste des membres doit être affichée. Ou consultable. Ou consultable. Et nous, on n'arrivait pas à la trouver. Donc, on a une amie avocat qui nous dit je peux vous aider. Elle est spécialisée pour attaquer l'État. Donc elle est bien placée. Maître et elle Briat. nous dit, je vais envoyer une lettre au procureur, pour avoir cette fameuse liste. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est dans cette liste-là, s'il n'y avait pas des gens qui appartenaient à des mouvements religieux. Bien sûr. Parce qu'en fait, le but, c'est d'être neutre dans ce genre de décision. Puis surtout, on est dans un pays laïque. On nous rabâche toujours qu'on est dans un pays laïque. Donc, pourquoi dans un processus d'adoption, il y aurait... des religions qui pourraient rentrer ou même pas forcément que des religions, mais des associations anti-LGBT. Donc on a demandé cette liste et finalement, tout le monde a appelé notre ami
avocat, et lui a dit « Mais vous voulez nous attaquer ?» Elle dit « Pas du tout. » Elle dit « Je veux juste consulter une liste qui est censée être consultable facilement. » Et on l'a pas. Et du coup, on l'a reçu, cette liste, et on a pu regarder un petit peu. Mais voilà, je trouve qu'il y a toujours un peu un mystère, c'est un peu secret. Et puis nous, on a commencé la procédure à une période où, dans certaines régions, il y a eu un peu des scandales, dans le sens où il y a des directeurs de services adoption qui disaient, on entend sur des vocaux. C'était dans la Marne, ouais, je sais plus trop où, mais moi, tant qu'il y aura des couples hétéros, les gays n'adopteront pas, etc. Donc nous, comme on avait personne autour d'eux dans notre entourage qui avait adopté un enfant en tant que couple gay, lesbien, etc. On s'était dit, on n'adoptera jamais. On n'adoptera jamais. Et en plus, quand on entend tout ce qui se passe, potentiellement, dans le Nord, c'est la même chose. Donc, voilà, ça a été compliqué. Puis finalement, cette psychologue de service est partie à un moment. Une nouvelle est arrivée et là, c'était... Et on a eu rendez-vous avec elle et on lui a dit, écoutez, on est très heureux de vous rencontrer, mais on a des petites interrogations. Elle dit, ah bon, pourquoi? On dit, quand on est venu la dernière fois, on a entendu des choses un peu compliquées et on voulait faire le point avec vous pour savoir si vous étiez sur la même longueur d'onde que cette personne-là. Pas du tout. Mais en plus, ce sont des personnes, c'est toujours dans cette liste de personnes agréées. Non, là, c'est pire, c'est les psychologues du service adoption. Ah ouais, d'accord, ok. Et maintenant, ça a changé parce que maintenant, en tout cas dans le Nord, on ne doit plus choisir un psychiatre sur une liste. Ce sont les psychologues du service qu'on doit voir. Mais ça, c'était pour avant l'agrément. Et ensuite, une fois que tu as l'agrément, tu rencontres les équipes de l'adoption. Oui, une fois que tu as l'agrément, tu rencontres... Et là, il y a des psychologues en interne. Est-ce qu'on peut du coup faire un petit point rapide, parce que vous avez déjà parlé d'une partie. Du coup, le début du parcours, le début du process jusqu'à l'adoption, c'est quoi à peu près le schéma? Alors, le début du process, c'est que on fait un courrier comme quoi on veut adopter. Ils nous envoient un dossier qu'on doit remplir. Et on a une réunion qui dure 3 heures à peu près, avec plein d'autres couples qui veulent adopter, où on a entendu des choses quand même incroyables de part d'autres parents adoptants. Est-ce qu'on va choisir s'il peut avoir les yeux bleus et être blond? Ouais, nous, si on veut un enfant bleu aux yeux, blond aux yeux bleus, sans problème de santé, et tout le monde se regardait comme ça en mode, mais c'est même pas un supermarché en fait. Un enfant qui arrive par voie naturelle, tu peux pas sélectionner ce genre de choses. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, donc c'était un peu voilà. Bon, bref, on a eu cette réunion et ensuite, si on confirme qu'on veut continuer le processus, on a des travailleurs sociaux qui viennent à la maison plusieurs fois. Ça dure à peu près 6 mois. Ouais, 6-8 mois. Et on a des rendez-vous, ils viennent une demi-journée à la maison, au moins 4 ou 5 alors, je sais pas si c'est une demi-journée ou pas. Normalement, nous, ça durait une demi-journée parce que il y avait un vrai échange. Un vrai échange, on racontait vraiment, en fait, ils nous demandent de raconter notre histoire. Et ils viennent voir où est-ce qu'on vit, si on a les conditions pour dans le logement pour accueillir un enfant. Voilà. À l'époque, on parlait pas trop de finances. Ouais. Alors que maintenant, ils demandent la feuille d'imposition. Parce qu'on a refait un deuxième agrément pour un petit frère ou une petite sœur. Ok. Donc voilà, on verra. Mais scoop. Ouais, scoop. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, le dossier a changé et c'est vrai qu'ils demandent les finances et je trouve que c'est un peu. Pour moi, ça n'a rien à faire là parce qu'un enfant, c'est pas en fonction des finances qui. Après, je comprends dans le sens où ça coûte de l'argent d'élever un enfant. Alors, moi, je pars du principe à titre personnel que, si tu veux, sur le principe, ça devrait pas rentrer en ligne de compte. Moi, j'ai pas de voilà. Tant qu'un enfant trouve de l'amour, voilà. Maintenant, la question se pose. Si tu n'arrives pas à remplir ton frigo pour toi-même, voilà. Est-ce que tu peux, dans le cadre d'une adoption en tout cas, est-ce que tu peux accueillir un enfant? Tu vois, je pense que la question est légitime. En tout cas, la question est légitime. C'est sûr. Maintenant, après, ils demandent la feuille d'imposition, mais ils demandent pas un minimum de revenus. Oui. Enfin voilà, je pense que c'est à titre indicatif. Ouais, ça va quand même peser peut-être dans la décision. Ouais, c'est possible. Mais ça peut être intéressant aussi, tu vois, ce qui serait dommage, ça serait que ça bloque certaines situations. Tu vois, par exemple, j'avais pas la même feuille d'impôt quand j'étais au chômage, quand j'étais cadre, quand je suis à mon compte, c'est pas la même feuille d'impôt du tout, tu vois. Ah bah c'est clair, c'est pareil. Moi avec la musique, s'il y a une année avec beaucoup de concerts et une année sans concert, les revenus sont pas les mêmes. Donc mais voilà. Donc il se passe ça. Donc on a les rendez-vous avec les travailleurs sociaux et en plus à la fin ensuite il y a un conseil de. Les travailleurs sociaux rendent un compte rendu. Oui. Pour donner un avis favorable ou non. Entre-temps, il y a le médecin et le psychiatre qui donnent leur avis, favorable ou non. Et ensuite, il y a le conseil de famille qui se réunit pour lire le dossier. La commission d'agrément. Ouais, la commission d'agrément. Qui se réunit pour lire le dossier et rendre un verdict. Voilà.
Donc, nous avons eu un courrier nous informant que nous avions l'agrément et qu'il était valable 5 ans. Ok. Donc, Mais voilà. pour le valider sur les 5 années, il faut tous les ans à la date anniversaire renvoyer un courrier en disant qu'on est toujours dans ce processus. Ok. Et- 5 ans, ok. Ouais. Et nous, on a eu un petit souci, c'est qu'on recevait pas tous les courriers du service adoption. Ok. Donc, parfois, on leur écrivait en disant, on leur envoyait la lettre comme quoi on était toujours dans le projet On n'a pas de d'adoption. réponse. Et on n'avait jamais de réponse. Et puis un jour, on reçoit un recommandé en disant bon, on n'a plus de nouvelles de votre part, est-ce que vous abandonnez le projet? On se dit pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que les courriers n'arrivaient pas chez nous. Alors, mystère, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on recevait les courriers d'autres personnes. Mais à plusieurs reprises, on attendait des réponses qu'on n'a jamais eues, dont une fois un document qu'on devait renvoyer signé, etc. Donc voilà, il y a eu un petit mystère là-dessus et on s'est dit, j'espère que ça va pas jouer en notre défaveur, parce que vraiment, c'était pas de notre faute, quoi. Après les erreurs administratives. Ouais, il y en a. Ouais, c'est sûr, mais bon, ça nous a un peu stressé. Donc voilà, et puis après, du coup, ils ont notre dossier pendant tant d'années. Et en fait, c'est avec les rendez-vous qu'on a avec la psychologue qui se dit, tiens, c'est vrai que ces parents-là pourraient correspondre aux besoins de cet enfant qu'on vient d'accueillir. Ils présentent 3-4 dossiers au conseil de famille. Si jamais les 4 ne correspondent pas, mais c'est rare. Et du coup, le conseil de famille ouvre ces 4 dossiers, les regarde et choisissent du coup une famille. Ok, donc c'est un grand parcours et après c'est l'attente, quoi. Après c'est l'attente et potentiellement il y a quelque chose, potentiellement il y a rien. Voilà. Ouais. Et en fait, s'il y a quelque chose, nous, je sais pas si tu veux qu'on raconte comment ça s'est passé. Mais vas-y. C'était le jour de l'anniversaire de Julien, le 10 février. Ouais. Et on reçoit un appel. Non, je crois qu'avant, on a eu un rendez-vous. On a eu un rendez-vous avec la psychologue. En novembre de l'année, parce que je suis né en février, du coup en novembre, on avait un rendez-vous avec la psychologue pour refaire un point global sur notre dossier. Vous étiez à combien de temps d'attente là? Quasi à la fin, parce qu'en février, c'était mon anniversaire, et du coup en avril, il se finissait l'agrément. Donc on était vraiment à 2 mois et demi de la fin, quoi. Okay. Et donc on voit cette psychologue au mois de novembre, on passe sur plein de sujets. Et en fait, elle nous dit au téléphone le 10 février en disant... Je voudrais faire le point sur... 2-3 trucs que vous avez pu dire la dernière fois. Mais là, je me dis, waouh, à quelle sauce on va être mangé, bref. Et puis en plus, elle nous dit ça le vendredi. Et c'était le mercredi, le rendez-vous. Donc on a eu tout le week-end et le début de semaine pour cogiter. Et on arrive au service adoption et on s'installe et on la voit au bout du couloir et elle parlait avec une collègue. Et on entend sa collègue qui lui dit, bon courage, ça va pas être facile et tout. Et là, je dis, oh là là. Ça, on a pu dire. Et du coup, on avait des têtes d'enterrement un peu. Et on arrive dans son bureau, elle dit, alors, ça va? Vous avez des mines déconfites. Et je lui dis, clairement, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Elle dit, non, mais je voulais revenir sur 2 points. Elle dit, parce que vous êtes beaucoup exposé sur les réseaux sociaux avec votre métier. Est-ce que vous allez mettre des photos de votre enfant? Je dis, non, pas du tout. Je dis déjà... non, je mettrai pas de photos et puis j'en mettrai peut-être plus tard, mais voilà, j'ai pas envie que mon compte devienne un compte d'exposition de mon enfant, quoi. Ok, d'accord, ça me rassure. Et puis elle dit à Julien, et puis vous m'avez dit la dernière fois que ça tombait bien parce que c'était la même zone de vacances que votre sœur qui est en Bretagne et que vous enverriez l'enfant voir ses cousins en vacances tout seul. Et Julien, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que plus tard, c'est bien parce que c'est la même zone et que du coup, les cousins pourraient partir en vacances ensemble chez les grands-parents. Ou même venir chez nous à la maison. Voilà. Mais c'était pas l'enfant arrive. Entre cousins. C'est ça. Mais comme tout, comme on avait. Et pas dans l'immédiat, genre pas aux vacances d'été quand elle aura 6 mois. Allez, on t'envoie chez mamie. C'était pas du tout ça. Et du coup, on me dit non. Et puis après, elle nous dit est-ce que vous savez comment ça se passe du moment où un enfant naît sous X jusqu'à son adoption? Donc, comme avec toi, on a repris toutes les étapes, etc. Et donc, on dit que la maman accouche. Elle a 1 mois pour se rétracter si elle décide de revenir sur si elle veut s'occuper de son enfant finalement, elle peut revenir en arrière. 1 mois après, c'est les grands-parents qui peuvent aussi, s'ils sont au courant de la naissance sous X. Enfin, des proches. Je sais pas si c'est que les grands-parents, mais les proches. Et ensuite, le temps que l'enfant soit adoptable avec les démarches. Ça passe 3 mois. Quoi. En tout, c'est 3 mois. Donc, généralement, on peut pas adopter un enfant en dessous de 3 mois. Et donc, on lui dit les étapes, etc. Puis on dit un jour, le conseil de famille se réunit, il y a des dossiers, et puis choisit un dossier. Et puis là, elle reprend la parole et elle dit vous avez été choisi. Et du coup, nous, on dit qu'est-ce qu'elle raconte, celle Mais elle a répété 3 fois. Elle dit vous avez été choisi. Et on dit quoi?
Parce Vous qu'en avez- fait, faut aussi expliquer que normalement, c'est pas la psychologue du service Qui annonce a ça. ce genre de choses. D'accord. Nous, c'est ça la a été- référente de l'enfant. Ouais, nous, ça a été fait comme ça parce que ils savaient qu'on partait au sport d'hiver. Avec notre petit filleul la semaine d'après. Voilà, et que la référente qui devait nous l'annoncer n'était pas là la semaine où nous, c'était compliqué. Donc, c'est la psychologue qui nous l'a annoncé. Et du coup, on comprend pas, quoi. Vous avez été choisi pour adopter une petite fille. Et là, on se regarde. Alors moi, j'ai eu des picotements qui sont partis du bas des pieds jusqu'en... Et j'ai eu chaud d'un coup, mais j'ai tout fait. J'étais comme ça en mode ouvre la fenêtre. Alors qu'on était en plein hiver. Et puis, Julien... Et moi, je chialais. Toutes les larmes de mon corps. Mais bien sûr. Et voilà, Mais c'est spécial parce que vraiment, ça nous tombe dessus. Alors que nous, on se disait, ils vont nous annoncer que notre dossier, il est mort et que voilà. Et non. Et du coup, ça arrive. Et là, on sort du rendez-vous. On se regarde, on dit... on va être papa dans 2 semaines. Enfin, on l'est. Ouais. Donc, du coup, on va plus en vacances. Si, on y est allé quand Elle nous a même. dit de partir en vacances. Elle a dit, allez-y, ça va vous faire du bien. Mais du coup, il a skié une fois. Moi, j'ai pas skié. On passait nos soirées sur l'ordinateur à regarder des chambres pour enfants. Des lits, des matelas, du matériel, des vêtements. Des gigoteuses. Voilà, un peu, voilà, des vacances pas du tout reposantes, mais excitantes aussi en même temps. Puis en Il même a fallu temps, l'annoncer aussi à nos parents. À nos parents. Et comme moi, mes parents habitent à Lyon et qu'on allait dans leur appartement à la montagne, on a fait un crochet par Lyon. Et puis, on leur a offert une boîte avec des tétines. Avec une tétine dedans. Puis du coup, ils comprenaient pas du tout ce qui se passait. Ils ont des chats, ils nous disent c'est pour les chats. Non. Et puis en fait, comme nous, on n'était pas... on parlait pas de notre projet adoption tout le temps parce que pour nous, ça suivait son cours et on savait pas si ça allait se passer ou pas. Puis pour nous, c'est déjà long. Donc pour l'entourage, ça peut l'être encore plus. Ils peuvent être dans l'attente. Et puis comme on n'en parlait pas forcément, ils pensaient qu'on avait arrêté, quoi. Et du coup, on dit, vous allez être grands-parents. Et du coup, ils réalisaient pas. C'est comme la mère de Julien, quand on lui a annoncé, elle avait... En visio, elle était... Et en fait, elle a eu peur. Elle s'est dit, est-ce qu'ils vont y arriver, quoi? Parce que le bébé arrive là dans 10 jours, quoi. On n'a pas 9 mois pour se préparer, hein. C'est ça que les gens, c'est 15 jours. Et si j'ai bien compris le principe, t'as pas 9 mois pour te préparer, c'est 15 jours, et ton agrément, c'est de 3 mois à 4 ans. Tu sais pas l'âge de l'enfant. Tu sais pas l'âge de l'enfant. Nous, on avait choisi cette amplitude d'âge, mais on peut réduire ou on peut faire, voilà. Mais nous, c'était ça. Donc, du coup, c'est pas les mêmes mais quand elle vous l'annonce, là, elle vous dit quand même l'âge. Oui, oui. Elle nous avait dit, oui, mais alors on n'a pas. Au début, on connaît pas sa taille, ni son poids, ni rien. Pas de photo. Mais bon, après, voilà, c'est à peu près ça. Mais et du coup, après, on a eu un rendez-vous quelques jours après. Pour la semaine où on est rentré on est rentré le lundi ou le mardi pour confirmer l'adoption. C'est confirmer l'acte d'engagement. Donc là, ils nous disent voilà ce qu'on sait du bébé. Elle est née en bonne santé. Enfin, en tout cas, à ce jour, il n'y a pas de souci de santé. On sait que voilà, elle est née sous X. On a quelques détails sur l'accouchement, mais ils nous disent on sait rien sur les parents. Les parents n'ont pas voulu laisser de lettres, ni de mots, ni description physique, ni rien du tout. Donc, vous ne saurez rien de la famille de votre enfant et votre enfant ne saura rien non plus parce que il y a un dossier qu'elle pourra ouvrir à ses 18 ans, mais il sera vide. Okay. Donc, elle a dit... Elle nous avait dit le plus dur, c'est ça. C'est qu'il n'y ait rien, vous n'ayez aucune réponse à lui donner. Ouais. Donc, du coup, ils nous disent, est-ce que vous voulez toujours vous engager? Donc, on dit oui. Donc, on signe les documents et après avoir signé, ils nous montrent les photos. Donc, voilà. Donc, c'était... Et là on pleure. Non, même moi, j'aurais pleuré. Moi, j'ai du mal à pleurer. Moi, vraiment, un peu plus depuis que je suis papa. mais j'étais pas encore à ce stade. Enfin, ouais, vraiment, j'arrive à contenir tout ça. Alors que parfois, j'aimerais pleurer, hein. J'aimerais que ça coule, mais non, moi, ça coule à l'intérieur. Donc, bref. Et du coup, hyper content, mais en même temps, super pressé de la rencontrer. Et il fallait attendre encore quelques jours. Quelques jours pour qu'on aille chez la famille d'accueil où elle est depuis le jour de sa naissance. On a accompagné, du coup, par sa référente au service adoption. La première fois, on y va 1 heure, 1h30. Ouais. Et en fait, ça augmente comme ça au fur et à mesure des jours. Dès le lendemain, on y allait toute la journée, en fait.
C'était la demi-journée. À après, demi-journée la et après, journée c'était entière. tous les jours. Ouais. Et après, on est resté quasi une semaine Bah, ça dure une semaine. En fait, ça a été décalé d'un jour parce que. le mardi. Il neigeait. Non, parce que il y avait la grève. Et du coup, ils nous ont dit, bah, vous allez être bloqués sur la route, alors que c'était en pleine campagne. Ouais. Je pense que la personne faisait grève et elle voulait pas y aller. Donc voilà. Et le lendemain, tempête de neige. Donc on s'est dit, On y va alors quand même. pour la grève, on peut pas y aller, mais avec la tempête de neige, ça pose aucun souci. Bon, on y est allé, on a pris de l'avance et tout. Et on était un peu choqué par la responsable de notre fille, sa référente en tout cas. Parce qu'elle nous disait, oui, bon alors je vous préviens, ça peut très mal se passer. Si ça se trouve, elle va pas vouloir vous regarder. Elle va peut-être pleurer, elle voudrait peut-être pas aller dans vos bras. Mais en même temps, c'est bien qu'elle l'ait annoncé aussi parce Oui, que mais là, je t'es trouve pas que déçu s'il se Ouais, passe mais quelque chose. Moi, mais tu vois, je suis plutôt d'accord avec de pas vendre du rêve, tu vois. Non, mais là, alors c'est parce que après il y a la suite que j'expliquerai après. Ouais. Mais je trouvais que c'était nous. En plus, on n'était pas dans le mode ouais, ça va être fusionnel dès le départ. On savait pas à quoi s'attendre, Ouais, donc bien on sûr. s'est dit voilà. Mais là, c'était en rajouter une couche en mode ouais les gars, vous faites pas trop d'illusions, ça va être terrible. Et du coup, on rentre, on fait connaissance et tout. Et Julien lui donne le biberon, elle s'endort dans ses bras. Donc Trop on bien. dit bon bah trop bien. Enfin, voilà, ça se passe super bien. Et bon après la référente ne vient plus et puis c'est sa nounou d'accueil qui s'en occupe, qui est avec nous toute la semaine et elle nous laisse très facilement s'occuper. Elle nous montre. Elle nous montre, mais après Elle nous laisse faire. elle voit qu'on gère, donc elle nous laisse faire et à la fin de la semaine la référente revient et elle dit bah alors comment ça s'est passé, puis elle dit moi j'ai été en vacances toute la semaine, c'est nickel. Et là la référente qui dit oui, mais vous allez voir à l'adolescence, elle va se rebeller contre vous. Et je me suis dit, bon, laisse-nous profiter de ces années déjà. Et l'adolescence, ça viendra quand ça viendra, mais c'est pas tout de suite. Et c'était toujours un peu cet enchaînement de, oui, mais d'être pessimiste. Ouais. Et moi, je suis pas trop pessimiste. Je suis pas trop pessimiste et je me dis, bon, on verra, on prendra les choses comme ça arrivera. Mais voilà, je trouve que c'était un peu négatif mais j'étais content que ça se passe bien, comme ça lui a un peu cloué le bec. Et puis après, il y a cette famille d'accueil qui fait un métier que je n'arriverai pas à faire parce que tous les 3 mois, un nouvel enfant arrive et il repart. Non, mais... Et en fait, quand ils sont venus la déposer du coup à la maison, on lui a dit on leur a dit vous voulez manger avec nous parce qu'on s'est super bien entendu, on est d'ailleurs toujours en contact et on leur a dit vous voulez rester non on va y aller parce que ça va être trop dur sinon. Ouais, mais c'est ça. Donc elle a dit on y va, on va aller faire du shopping, ça va nous. Elle a dit moi ça fait 7 ans que je fais ce métier, c'est mon 6e ou 7e bébé. Ouais. Elle a dit je vais en profiter pour faire du shopping parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de faire ça et ils ont enchaîné même pas. On a tous pleuré quand même quand ils sont partis. Bah oui c'était. Non mais c'est dur. Ouais. C'était émouvant. Moi toute proportion gardée sans vouloir vexer personne. Nous on a été famille d'accueil pour animaux. Ok Ça si tu veux c'est la même chose. C'est clair. Tu recueilles des chats, des chiens, tu t'en occupes. Puis ils repartent. Et puis des fois, en plus, tu les recueilles dans un sale état. C'est clair. Tu les soignes et tout. Et puis ils repartent. Et puis toi, t'es là. Bah ouais, c'est émouvant. Et puis là, il s'occupe des enfants dans... Elle a fait du pot à pot avec elle. Et puis c'est vraiment les premiers mois de sa vie. Donc c'est vraiment... les nuits quand elle dort pas, bon ça continue après. Hein, mais on va y venir. Et puis il faut savoir qu'elle lui a fait elle lui a tous les jours, comme un journal de bord. Ce qu'elle avait fait avec elle pendant ces 3 mois. C'est un gros. Je vais pas y arriver. Et c'est super beau. Tu peux, ouais. Mais c'est super beau parce que tout ce qu'il faut. Et à la fin en fait elle lui laisse une lettre. En fait elle lui écrit une lettre et c'est hyper émouvant parce qu'elle lui dit j'espère que tu vas être heureuse dans ta vie, etc. Et je n'ai jamais réussi à lire. En fait, je lis la première phrase et je m'arrête à chaque fois parce que je n'arrive pas à aller jusque la fin. Et voilà. Mais non, c'est hyper émouvant. Et puis, c'est elle a gardé plein de souvenirs. Ils ont fait plein de photos. Donc, ça permet d'avoir des photos aussi d'elle à la maternité quand elle est née. Des choses qu'on n'avait pas forcément. Et puis même l'équipe médicale, quand elle est née, ils ont gardé son bracelet, son premier biberon. Donc on a quand même des choses de son histoire avant qu'elle arrive chez nous. Et non, en fait, on a eu de la chance. Notre fille n'est pas allée en pouponnière, elle était directement avec cette famille d'accueil.
Donc non, ils ont fait un travail formidable et on a enfin, elle a beaucoup de chance d'avoir vécu ses premiers mois dans ces conditions-là et enfin, c'est pas de la chance, mais elle a eu, enfin, c'est super quoi. Bah si, c'est de la chance quand même, parce que je pense qu'il y a des régions où il n'y a pas forcément assez de personnes qui font ce métier-là, et du coup, c'est dans des pouponnières, et c'est pas la même, ils ont pas la même attention qui peut leur être portée. Mais je pense. là, près de chez moi, par exemple, au moment où on enregistre, on est en janvier 2026. Là, depuis le début du mois, il y a une campagne justement pour recruter des familles d'accueil. Ah ouais, c'est donc dans mon secteur, parce qu'en effet, il y a besoin de familles d'accueil, de bonnes familles d'accueil aussi. C'est important de le dire. Elle a aussi la chance de tomber dans une très bonne famille, c'est clair. Et en plus, bah oui. Et d'ailleurs, ce jour-là, elle nous a dit, je vais aller faire du shopping, salon d'accueil. Et le soir même, elle dit, bon, j'ai été appelée, on est rentré plus tôt que prévu, je vais déjà voir un nouveau garçon, bébé dès demain matin ou ce soir, je sais. Et en fait, depuis le départ d'Ava de chez eux, elle a toujours enchaîné. Ouais, elle a toujours enchaîné. En fait, elle en dépose un et le lendemain, il allait rappeler parce que. Et ça lui est même arrivé d'en avoir deux sur des périodes parce qu'ils n'ont pas assez de personnes. Donc c'est important si. On en profite tant qu'on est là. Si jamais vous pensez que ça peut être, vous avez un bon profil, n'hésitez pas à contacter. Alors chez nous, c'est le département. Moi, c'est le département. C'est ça aussi. Et il faut un agrément aussi pour être famille d'accueil. Peut-être n'hésitez pas à faire ces démarches-là. Exactement. Beau métier. Ça peut aider. Avant de passer sur l'arrivée à la maison, la suite, etc. Juste sur cette période quand même de 6 ans, quel a été le moment peut-être le plus... Est-ce qu'il y a eu déjà un moment très dur où vous êtes dit, bon là... laisse tomber, et comment est-ce que vous avez réussi à le dépasser? Pour moi, le plus dur, c'est quand on voyait l'agrément se terminer et se dire, va falloir recommencer à zéro, parce qu'en fait, on repart vraiment à zéro. Hein. C'est pas une continuité, il n'y a pas de prolongation. Voilà. Et là, je m'étais dit, ça fait déjà 6 ans. Est-ce que on se relance dans un nouvel agrément? C'est surtout, on voyait les années passer et notre âge aussi grandir. Donc en fait, on se disait, mais là, si on refait un nouvel agrément, qu'on repart pour 6 ans, on va potentiellement, et c'est même pas sûr, parce que c'est pas parce qu'on a un deuxième agrément que ça va marcher cette fois, on va approcher la quarantaine. Et puis après, si ça marche pas, après, on sera à 45, 46 ans. Et après, il y a des gens qui donnent naissance à un enfant à la quarantaine, même plus. C'est des projets de vie qui sont différents. Hein. Mais nous, on s'est dit... Nous, notre projet, c'était d'être parents assez jeunes, pour en profiter un maximum, en fait. Et encore, on n'a pas été parents très jeunes, parce qu'on avait plus de 30 ans. Donc, moi, j'ai des parents qui m'ont eu à 18, 19 ans. C'est tôt, hein. Mais du coup, aujourd'hui, maintenant, je passe des moments avec eux et ils sont jeunes, donc c'est cool d'en profiter... d'avoir des parents jeunes. Tout à fait, des parents jeunes. C'est intéressant. Et puis, moi, tu vois, je suis devenu père pour la première fois à 35 ans. Et la deuxième fois à 41 ans. Donc, moi, ce dont je peux attester, c'est que déjà, tu vois, 5 ans d'écart. C'est pas la même chose. C'est pas déjà. L'enfant, tu l'accueilles pas de la même façon. T'as pas la même énergie. Enfin, c'est clair. Tu vois, clairement. Et puis, en plus, après, ça dépend de l'enfant, tu vois. Oui. Nous, notre première, ça a été. On trouvait déjà que c'était fatigant, mais... on dit que le deuxième est toujours plus dur. C'est vrai? Je sais pas, mais je sais pas si c'est toujours. Mais en tout cas, nous, tu vois, le deuxième, il est arrivé avec un RGO. Tu pouvais pas le poser. On le portait 8 heures par jour. C'était compliqué. Et la première, c'était pas ça du tout. Tu vois, un exemple tout bête, c'est que moi, la première, j'étais salarié aussi. Là, je suis à mon compte. Et je m'étais dit, la première, elle faisait 1h30 de sieste le matin, 2h l'après-midi. Je vais pouvoir travailler quand même. Que Nini, le deuxième. Non, il dormait. Si j'arrivais à avoir 20 minutes de sieste, c'était merveilleux déjà, tu vois. T'as vécu la même chose. Moi, j'ai vécu la même chose parce que du coup, j'ai arrêté de travailler pendant 7 mois, un peu plus long que ce qui était prévu à la base. Et je pouvais pas la poser parce que si je la posais, elle hurlait. Et quand j'arrivais à l'endormir et que je la posais, elle se réveillait. Ouais, t'avais un cycle de sommeil. Mais un cycle de 20 minutes. Par contre, si je m'allongeais avec elle sur le lit, que je la calais, etc., on dormait 3 heures. Ah non, moi même pas. Ah ouais, non, mais moi, s'il y avait ça. Mais le truc, c'est que je me rappelle une fois, il était 15 heures, j'avais pas petit déjeuner. J'avais pas déjeuné. J'étais pas lavé.
Et je pouvais pas la poser. Elle Tes hurlait. parents, quoi. Et j'étais au bord du malaise, en mode là, faut que je boive au moins un verre d'eau ou un truc. Je l'ai mise sur son transat. Je dis, ma chérie, si tu me laisses pas manger un truc, je vais tomber. Il y aura plus personne pour s'occuper de toi aujourd'hui parce qu'on est que tous les deux. Et du coup, ben voilà, j'ai pris du fromage frais, un petit bout de pain. J'ai mangé ça. C'était même pas un vrai repas. Mais j'ai dit là, faut vraiment. Et c'est compliqué aussi parfois parce que Julien est rentré le soir et puis c'était le bordel à la maison parce que t'essayes de l'occuper et puis tu veux vider le lave-vaisselle, mais comme elle emporte bébé, c'est pas toujours évident. Et tu t'as rien fait aujourd'hui. Et là, j'ai dit quoi? J'ai fait une fois. Je l'ai pas redit. Alors, bravo. Vous êtes un couple hétéro, les gars. Ouais. Et je l'ai regardé, j'ai dit, horrible. J'ai dit, tu sais quoi, demain? J'ai dit, tu restes à la maison avec elle toute la journée, tu verras ce que c'est. Ouais, oui, mais c'est ça. Et Mais voilà. c'est ça. Et c'est là qu'on se rend compte que on dit oui, les mamans à la maison. Mais c'est un vrai job, en fait. Mais c'est un vrai travail. Les mamans ou les papas. Hein, parce que... Franchement, j'admire les parents au foyer, comme on appelle ça, ou comme on appelait ça. C'est un job, mais à plein temps. Ouais, tu comprends pourquoi dans les propositions de politique qu'on peut avoir sur le congé paternité, tu vois, nous, enfin, on milite là-dessus. Ouais. On veut aussi qu'il y ait une période seule. Ouais. Du père avec l'enfant, tu vois. Bah ouais, pour voir la réalité. C'est là où tu montes en compétence déjà. Bien sûr. Et c'est là où, en fait, moi, tu vois, par exemple, ma compagne, moi, j'ai pris un petit congé parental. Elle a repris le travail 2 semaines avant moi. Ok. Mais donc, j'étais seul. Et bon, et avant ça, on était ensemble. Donc, tu vois, mais je peux te dire qu'en ayant vu ces 2 semaines, quand elle s'est retrouvée seule avec l'enfant, parce que moi, je travaillais sur une autre ville, jamais en rentrant, je n'ai osé lui faire une réflexion. Au contraire, tu vois, quand je rentrais le soir, je faisais ma part de vaisselle, de ménage, de laver le tirer-lait, de machin de trucs, avant de me coucher, avant de me poser ou quoi, parce que je savais, tu vois. Ouais. Et quand tu sais, mais juste, surtout jamais tu fais ça remarquer. Ouais. Ah bah c'est clair. Voilà, je le sais maintenant. C'est clair, mais du coup, tu plonges dans la réalité comme ça du jour au lendemain. Ouais. En fait, tu n'existes plus, tu vis pour ton enfant. Ouais, pendant un temps. Oui, pendant un temps, oui. Après, non, mais au tout début, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense que c'est important, tu vois, de préciser, de pas vendre du rêve. Tu vois, oui. Non. De préciser que pendant un temps, moi, je pense que pendant un temps, en effet, tu disparais un petit peu plus parce que c'est un petit bébé, voilà, et etc. c'est la priorité. Et à un moment, et puis tu vois, c'est pas votre cas du coup, mais nous, tu vois, il y a l'allaitement aussi, en ligne de compte. Et à un moment, en effet, il faut. Alors, ça peut se faire de manière tout à fait facile, automatique, etc. Mais des fois, c'est pas le cas. Et donc, parfois, il faut un petit peu se secouer pour dire, hop, attends, faut que je reprenne ma place d'être humain individuel et de couple, etc. Parce que ça joue sur le couple aussi. Ouais. Mais moi, j'étais tellement... j'avais tellement envie qu'elle fasse ses nuits, qu'elle dorme, etc. que parfois, on était invités, je disais à Julien, vas-y. Je dis, moi, je reste là, c'est pas grave, je reste là. Et je dis, mais sinon, elle va pas dormir, on va pas dormir. Oui. La nuit, elle se réveillait toutes les 45 minutes. Et puis, quand elle avait faim, c'était pas progressif, quoi. C'est... Et du coup, là, où est le biberon Et du coup, c'était compliqué. Et puis moi, la nuit, j'avais l'impression... Au début, elle était dans un cododo parce qu'on nous avait conseillé ça. Et en fait, je dis, elle respire plus. Du coup, j'ai écouté, j'ai dit, c'est bon, elle respire. C'est tout mais pareil. Du coup, je dormais mal. Et j'étais, franchement, j'étais épuisé. Et puis les bruits. Parce que beaucoup de gens pensent qu'un bébé, ça fait pas de bruit quand ça dort. Ah si, ça fait plein de bruits. Ouais, et quand tu les connais pas, ces bruits-là, c'est clair. Moi, mais je dormais pas parce qu'en fait, tu as tous les bruits que tu connais pas, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? C'est clair. Et puis aussi, il y avait ce truc de la mort subite du nourrisson qui fait peur, etc. Oui. Et nous, enfin moi, c'est ça, surtout, j'ai écouté si elle respirait. Et puis après, on nous a dit, vous savez, il y a des matelas connectés. Je dis non. Je dis non, parce que si on parle là-dessus, après, ça va être... c'est bon, on va la traquer. Une psychose. Et puis, voilà. Mais ouais, c'est vrai que... Alors, c'est merveilleux. Je trouve que vraiment, tu comprends le sens du mot aimer quand t'as un enfant. Je trouve l'amour inconditionnel... Enfin, vraiment, je l'ai découvert comme ça. Pas que je ne t'aimais pas. Hein, non, mais c'est pas le même amour. C'est pas le même amour. C'est pas le même. Et en fait, t'as l'impression que c'est une partie de toi. Et que s'il lui arrive quelque chose, ben, c'est la fin du monde, quoi. T'as ressenti ça aussi, Julien? Ouais. C'est pas que je ne pourrais pas mourir pour toi, mais ah bon pour ma fille, je pourrais mourir. Ouais.
Ouais, je suis d'accord. Je sais pas, ouais, c'est. T'as ressenti ce truc quand vous l'avez pris pour la première fois dans les bras? Je vous parle de ça parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour mes 2 enfants, mais ça m'a vraiment surpris pour ma fille parce que tu vois, ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. Ça fait plus de 7 ans, hein, pourtant. Bah ouais. Mais ce truc, tu vois, tu croises son regard, tu la tiens pour la première fois, tu fais le pot à pot. Et là, tu vois en effet l'amour inconditionnel. Moi, ça te submerge, tu vois. Et moi, vraiment, j'ai découvert ça à ce moment-là, tu vois. Ça peut venir plus tard, hein, tu vois. Oui. Mais moi, c'était pas vrai. Vraiment immédiat. Nous, on nous a posé beaucoup la question, est-ce que dès que vous l'avez vu, vous l'avez aimé? Vraie question. Et vraie question, parce que du coup, et en fait, bah ouais. Okay. En fait, c'est que c'était hyper naturel. On s'est pas dit, c'est l'enfant de quelqu'un qui devient notre enfant. On avait c'est bizarre, mais j'avais l'impression que c'était notre enfant biologique et qu'il sortait de notre ventre. Enfin, c'est techniquement impossible. Mais c'était ça, c'était. Enfin, ouais, ça a été tout de suite. Est-ce qu'on nous disait oui, bah alors ça va parce que apparemment il y a des gens aussi qui font des rejets parfois ou qui ont des traumatismes et ça, ils arrivent pas, voilà. Et moi je dis mais pas du tout. Enfin et pour moi ça me vient, j'ai même pas dans la tête l'idée que elle a des parents biologiques, enfin alors que c'est le cas et je lui cacherai jamais ça, etc. Mais moi ça a été naturel, ça a été c'est notre fille quoi et voilà ouais c'était hyper naturel. Il y avait on nous a souvent posé cette question. Vous arrivez à vous y faire? Chez nous, la question se posait même pas en fait. C'est que ça aurait pu arriver en disant. Bien sûr, ça peut. Puis il y a des adoptions qui échouent. Hein. Ça arrive. C'est ça. Et en effet, il faut pas. Je ne voudrais pas qu'on culpabilise les gens pas du tout. Qui ont des sentiments différents, mais tout comme dans un modèle plus hétéronormé, t'as des parents qui ne ressentent pas l'amour immédiat pour l'enfant et qui culpabilisent par ailleurs de ne pas le ressentir. Ça arrive aussi. C'est clair. C'est important de le préciser. Non, mais moi, tu vois, je me faisais cette réflexion parce que c'est vrai que dans mon vécu personnel, en tout cas, t'as 9 mois aussi pour te préparer. T'as 9 mois pour parler avec bébé dans le ventre, tu vois, pour déjà créer un lien et enfin tu retrouves cette personne qui arrive dans tes bras. Et là, je me dis, du coup, vous, pendant des années, vous ne savez pas. Et tout à coup, il n'y a que 15 jours. Voilà. Moi, c'était ça aussi, tu vois, la dimension de cette question, c'était est-ce que la connexion peut se faire tout de suite? Elle peut se faire. Donc, parfois, ça n'arrive pas, mais là, c'est fait. Là, c'est fait tout de suite. C'est très beau. Oui. C'est magnifique et je le souhaite à tout le monde. Et puis, encore une fois, oui, faut pas culpabiliser les personnes où ça n'arrive pas tout de suite ou même parfois ça n'arrive pas. Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Et nous, voilà, le lien a été direct mais voilà. Mais après, on peut se poser la question aussi, si on adopte un deuxième, est-ce que le lien sera le même? Est-ce que il sera pas le même. Est-ce qu'on culpabilisera pas de pas abandonner l'autre, mais de pouvoir moins s'en occuper? Enfin, il y a plein de questions qui. Voilà, c'est ça. Mais alors, adoption ou pas, hein. Oui, bien sûr. Oui. Adoption ou pas. Alors, l'amour, en tout cas, à titre personnel, l'amour, c'est la même échelle de grandeur. Par contre, le temps et la relation. Et la culpabilité que tu pourras avoir. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'a beaucoup ressenti ma compagne, tu vois, surtout en étant une maman allaitante. Donc, très, dans les premiers mois, extrêmement prise par bébé. Oui, le fait de ne pas voir ça. Nous, on a eu la chance, alors je vous le dis peut-être pour Ava, que Lucas soit arrivé pendant les vacances scolaires. Okay. À la fois, c'était une chance, à la fois, c'était épuisant, je ne mens pas. Les deux. Mais en même temps, si tu veux, du coup, notre grande Sarah, il est né un mercredi. Elle est venue nous voir les premiers jours à la maternité. Ensuite, c'était les vacances. Tu vois, le week-end, c'était les vacances. Donc, elle a fait ses 2 premières semaines. En fait, elle n'a pas été rejetée. Et même, elle était contente de retourner à l'école. Tu vois. Bien sûr. Et elle était avec nous vraiment tout le temps. Elle a vécu. Franchement, autant c'est épuisant, autant si c'était à refaire, je le referais avec juste un meilleur soutien. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais je le referais parce que vraiment, Sarah, elle a bien compris pourquoi maman, elle était prise par là. Après, elle était 4 ans. Donc, tu vois, elle se rappelait de son allaitement. Donc, elle n'était pas surprise de ça. Bien sûr. Mais par contre, la relation, dans tous les cas, sera pas la même. Bien sûr. Parce que tu ressens des choses très différentes, ne serait-ce que parce que ce sont des bébés différents. Moi, j'ai culpabilisé des fois de Lucas d'avoir envie de lui dire, mais alors, je vais te dire très clairement ici, mais tu me fais chier en fait. Pourquoi tu dors pas, tu vois? Pourquoi tu dors pas? Ta sœur, elle dormait, putain. Chaque enfant est différent. Mais parce qu'à un moment, t'es fatigué, tu vois, et que t'en peux plus. Bien sûr. Alors, je l'ai jamais dit comme ça. Non, mais je l'ai pensé, je l'ai clairement pensé très fort. Et puis après, après, quand ils grandissent, tu verras aussi que
c'est une nouvelle parentalité. Bien sûr, ouais. Tu vois, c'est à la fois une nouvelle parentalité, et ce que je trouve passionnant, c'est que tu as aussi ce côté où vous interagissez entre eux après, donc tu as une nouvelle relation ça, c'est super. dans les relations. Vous devenez papa, du coup. Ouais. J'ai des questions, bien sûr, sur la suite, sur la perception des autres. Alors, une question qu'on pose souvent aux couples hétéros, donc je vais vous la poser à vous. Comment est-ce que ça a aussi affecté votre relation de couple et peut-être aussi votre intimité de couple, parce que c'est des questions qu'on pose souvent aux couples hétéros parce que les femmes ont besoin de récupérer, etc. Est-ce que vous aussi, ça a joué sur votre libido, sur votre vie intime, sans forcément rentrer pas dans les détails, hein. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu? Est-ce que vous avez connu cette grande fatigue? Alors du coup, pour vous, on peut pas dire postpartum, mais post-adoption, post-adoption, ou post-natal, on pourrait dire, puisque c'est ce qu'on dit pour les pères, généralement. Voilà. Et comment ça s'est passé pour vous au niveau du couple? Bah alors, nous déjà, alors là, je dis qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Vas-y, lâche-toi. Elle a eu 3 ans en novembre. Ça fait 3 ans qu'elle dort avec nous. Non. Alors non. Okay. Non, j'ai une rectification. Ok. Alors, au début, elle arrivait, elle a dormi en cododo. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, elle a dormi dans sa chambre. Et du moment où elle a réussi sortir du lit, ouvrir la poignée de la... Enfin, elle a dormi avec nous. Ok. Et en fait, Mais du coup, c'est épuisant. Ouais. Enfin, là, ça va mieux, mais... En fait, il y a une période où elle bougeait énormément et on se prenait des coups de pied, des coups de poing, des claques dans la tête quand on dormait. Et collé à moi, ou à toi, ça dépendait des nuits. Ouais. Mais du coup, moi, au bord du lit, prêt à tomber, alors qu'on a quand même un 180. Enfin, je veux dire. Et au départ, on culpabilisait en se disant, mais il faut pas, c'est pas bien pour elle. Mais parce que c'est beaucoup de choses qu'on entend aussi. Ouais. On entend, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et vous l'habituez mal. Et en fait, moi, je me suis dit, mais si elle a envie de dormir avec nous, c'est qu'elle a besoin de notre présence. Et je me dis, il y a bien un jour, elle va aller dormir dans son lit. Enfin, je veux dire, elle va pas dormir avec nous jusqu'à ses 18 ans. Moi, ce que je constate, c'est que ma compagne, elle a 40 ans, elle veut toujours dormir avec moi. Tu vois, tant mieux, mais par contre, ça choque personne. Non. moi, j'ai dormi avec... Ça, c'est la réponse que je fais tout le temps sur le ouais. Moi, j'ai dormi avec ma mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Ah, ok. Et mon père me... Mais... Je sais pas si, mais vous savez, c'est quelque chose de très culturel, aussi avec une grosse influence freudienne, hein, pour revenir, tu vois, sur l'influence de la psychanalyse sur ça. Mais t'as des cultures, où l'enfant dort avec les parents complètement. Mais tu sais, souvent on parle, les gens quand on dit il y a des cultures, tu sais, souvent les gens ils imaginent des pays extrêmement lointains, en voie de développement, etc. Le Japon, la norme c'est 7-8 ans. Ouais. Bien sûr. Tu vois. Et encore. Après, on peut dormir dans la même pièce, etc. Donc, et c'est la norme culturelle. Ouais. Tu vois, donc, c'est vraiment un truc très européen. De ça, séparer. La séparation, le séparatisme parental, si on peut l'appeler comme ça, c'est un sujet. Hein. Elle comprend pas pourquoi papa et Dada devraient dormir ensemble et elle toute seule dans sa chambre. Ah ouais. Alors, sous cet aspect-là, après, je pense qu'il y a des plus tard, tu vois, il y aura des explications à donner. Ouais. Mais là, en effet, c'est une question qui se pose, oui. Ouais. Mais je pense que là, elle est plus en mode... En plus, on a déménagé il y a quelques mois. On s'est dit, c'est super, parce que en fait, avant, on habitait dans un loft et il y avait la pièce principale au milieu et de chaque côté, nos chambres. Donc, il y avait tout le salon à traverser. Pour elle, c'était immense. Et là, dans la nouvelle maison, sa chambre est à côté de la nôtre. Donc, je me dis, c'est génial. Et on s'était dit, déménagement, nouveau départ... Elle va dormir dans sa chambre. Eh ben non. On n'a même pas essayé. Pas du tout. On n'a pas essayé. Mais on a pris un 200 par 200. Un 180. C'est surtout que 2 jours après avoir déménagé, moi je suis parti au Canada. Donc, pendant plusieurs mois. Donc voilà. Mais du coup, ouais. Et puis même au loft, elle disait je dors dans ma chambre, mais tu fermes pas la porte. Donc j'ai dit, je ferme pas la porte. Puis elle vérifiait que je ferme pas la porte. Puis elle restait 1 heure. Puis après, elle arrivait doucement. Puis nous, on laissait la porte entrouverte de notre chambre. Et je la voyais comme ça, et ça faisait trop peur. On serait cru dans L'Exorciste ou The Ring. La petite fille qui arrive comme ça et qui court. Et du coup, moi, je me cachais sous la gauche. Et du coup, non, c'était... franchement, ça faisait peur. À un moment, je me rappelle, je me lève et tout, et je vais dans la salle de bain, et je reviens, et je la vois dans le salon comme ça, à fixer notre porte, et je me dis, mon Dieu. Et voilà. Puis bon, après, je me dis, avec nous, elle dort. Donc autant qu'elle dorme. Donc je me dis, et voilà, nous aussi on dort. Si elle sent en sécurité, exactement, et nous aussi on dort. Ouais. C'est ça le Tant sujet. que tout le monde dort, moi ça me va. Tant que tout le monde dort, c'est cool, tu vois. Ah bah ouais, parce que le sommeil c'est hyper important. Tant que tout le monde dort et se sent bien. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, parce que ça c'est important. Combien de parents aujourd'hui se forcent, tu les écoutes, hein, les coachs là en sommeil qui te vendent
de laisser pleurer et que toi, t'es derrière la porte, t'as ton enfant qui pleure dans son lit, toi, t'es en train de pleurer derrière la porte. On a essayé de le faire une période, hein, mais on a pas essayé, longtemps. mais on n'est pas, enfin, et quand tu récupères ton enfant et qu'il a des plaques rouges partout, d'avoir pleuré, enfin, mais c'est atroce, en fait. Mais tu vois, ce que disait Audrey Njavé, une spécialiste qui est au Canada là-dessus, sur le sommeil, dans le dernier épisode sur le sujet, elle disait, mais moi, si un parent vient voir en me disant, écoute Audrey, j'ai laissé mon enfant pleurer, ça m'a fait me sentir super bien, et il n'y a aucun problème, tout le monde est heureux, et mon enfant est très content d'avoir pleuré, moi je suis très content de l'avoir écouté pleurer, elle me dit, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ça arrive jamais. Bah ouais, c'est clair. Personne est encore heureux, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est. Ça arrive pas, tu vois. Mais c'est. Ouais, moi, je trouve ça un crève-cœur. Et puis je me dis les traumatismes que ça doit engendrer par rapport à la suite, en fait. Parce que l'enfant qui doit se dire, on m'a laissé derrière une porte fermée. Et puis aussi, moi, je sais pas si c'est bien ce que je fais, mais je me dis, c'est un enfant adopté on dit que même quand ils sont tout bébés, ils ressentent les choses. Donc déjà, elle a entendu une maman parler pendant 9 mois. Bah, ça, c'est vrai que finalement, ce que tu dis, ce que l'enfant a vécu pendant la grossesse, nous, on l'a remarqué parce que, finis ton histoire, parce que du coup, ça... elle a entendu, elle était dans le ventre de quelqu'un qu'elle a entendu parler pendant 9 mois. Elle naît, elle ne voit pas cette personne, elle ne l'entend plus parce que la maman biologique n'a pas voulu la voir ni rien. Et après, elle est allée dans une famille, elle a entendu des nouvelles voix, elle est restée 3 mois. Ensuite, elle est partie dans une autre famille, chez nous, du coup, avec des nouvelles personnes. Ça fait beaucoup de changements. Et je me dis là, on nous demande de rester minimum 6 mois à la maison pour créer un lien, pour accueillir l'enfant, etc. Je me dis, si après on dit à cet enfant, non, tu vas rester derrière une porte et puis tu vas pleurer, on s'en fout. Je me dis, elle doit se dire, mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de moi quelque part, quoi? C'est vrai que c'est très juste, ouais. Et du coup, dans le fait d'avoir entendu pendant 9 mois la voix d'une femme et de ne jamais l'avoir rencontrée, on a remarqué que pendant plus d'1 an, Ava avait une relation de méfiance avec les femmes. Ah ouais. Dès qu'on a une amie ou de la famille qui venait à la maison, même ta mère au début, ça a mis du temps, même ta sœur, etc. C'est vrai qu'au début, quand elle voyait une femme, elle observait de loin. Et puis, il a fallu plusieurs fois pour qu'elle approche. Ta sœur, ça a pris des mois. Ouais. Après, sa sœur habite en Bretagne, donc on la voyait pas tous les jours. Mais il a bien fallu 4-5 fois, 4-5 week-ends à la maison pour qu'elle se décide. Tu l'as pas envoyé en vacances? Non, on l'a pas envoyé en vacances comme ça toute seule. Le mec rapproché les vacances. Et du coup, le couple, dans son intimité. C'est drôle parce que quelqu'un nous a posé cette question-là et j'avais répondu que on trouve d'autres moments, d'autres endroits. C'est faut être imaginatif en fait. Faut prendre rendez-vous. C'est ça. Comme tous les parents qui font du cododo. 15 et 16. Exactement. Non, mais ouais, je sais pas. En même temps, tu parlais tout à l'heure de la fatigue, mais je pense que la première année, on était fatigué. Parce que ça joue aussi, très concrètement, tu vois, en termes de libido. Il y a plein de choses qui jouent. La fatigue, la récupération du corps, notamment pour les femmes. Se réapproprier son corps, mais aussi, tu vois, comme t'es fatigué, tu peux te sentir moche, tu peux prendre du poids. Moi, tu vois, par exemple, après Lucas, j'ai pris 11 kilos. Hein, donc, moi, j'ai pris du poids. Je suis pas allé chez le coiffeur pendant 6 mois. Enfin, j'avais même là, d'ailleurs, faut que j'y aille parce que c'est une catastrophe. Et puis même, il y a, tu vois, cet été, cet été, elle avait presque 3 ans, mais on a encore cette fatigue du quotidien finalement parce que entre nos jobs, Ava a géré à la maison et au mois d'août on est parti quelques jours à Montréal tous les deux. En fait le soir on rentrait à l'hôtel, on avait juste envie c'était de dormir. Ouais, on était tous les deux à Montréal pendant 3 jours. Bon, ça va vite, on a vraiment fait un aller-retour, mais en fait tu rentres à l'hôtel, tu dis on va dormir. Ah ouais. On peut regarder une série Netflix, on peut ou autre Amazon Prime, Disney+, je sais pas si je vais en citer plusieurs, mais où on peut regarder une série sur une plateforme de streaming sans citer. Mais c'est vrai que c'est en fait, t'as juste envie de profiter, de prendre un room service, de pas avoir besoin de faire la cuisine, et puis... Nous, là, il y a pas longtemps, pour les 40 ans de ma compagne en décembre, tu vois, on a pris une chambre en day use, tu vois, et en effet, on s'est fait livrer à manger, et tu sais, les gens, ils imaginent que les gens peut-être les plus jeunes imaginent que tu vas passer ta journée à faire l'amour. Pas du tout. Alors, faites-le tant qu'il est encore temps. On a quand même profité sur ce plan-là aussi. Bien sûr. Mais en vrai, on a fait une sieste ensemble.
que nous, tu vois, on fait encore un choix différent. Nous, c'est le cododo, mais nous, on dort séparément, tu vois. Ok. Ouais. Moi, j'ai ma chambre à part parce qu'on veut que tout le monde dorme le mieux et aussi Ouais. parce que ça permet, tu vois, quand la grande se réveille, de pas réveiller tout le monde. Etc. Ouais. Bref, on dort séparément. Et du coup, on a fait une sieste ensemble, tu vois, une sieste Bah ouais. ensemble. On a pris un bain tranquille, tu vois. Ouais. Non, mais Et- c'est. et ça, Mais En fait, c'est du coup, c'est d'autres moments. c'est génial. C'est Et j'ai différent. remarqué aussi que depuis qu'on est papa, on fait plus attention au confort quand on voyage, par exemple. Hmm. Tu vois, on prend des beaux hôtels, quitte à partir un peu moins longtemps, mais on prend des beaux hôtels où on sait qu'on va être tranquille, quitte à ce qu'il y ait un restaurant même dans l'hôtel, tu vois, en se Pour disant, pas chercher, pour pas sortir. on peut sortir quand même, mais enfin voilà. C'est marrant parce qu'à la fois, je comprends totalement parce qu'on fait la même chose. Et à la fois, moi, si tu veux, par exemple, j'ai fait. Bon, c'était avant qu'il y ait Lucas, là, mais tu vois que quand l'enfant grandit, nous, par exemple, moi, j'ai acheté une tente de toit Oui, Ouais. pour poser sur la voiture, tu vois. Parce qu'en fait, voilà, c'est bon, on voulait retourner faire du camping, Ouais, faire bien beaucoup de sûr. liberté, tu vois. Mais ça, c'est quand l'enfant. D'ailleurs, ça arrivait à peu près par là. Sarah avait 3 ans et demi. Ouais. Ok. 3 ans et demi, 4 ans. Et voilà. Et en plus, trop contente de monter au-dessus de la voiture et tout. Bah ouais, Et, c'est à la fois, il y a cette recherche de confort. Par contre, là, depuis que Lucas est arrivé, c'est exactement ça. On est en mode, attends, non, faut qu'on ait tout à disposition, faut C'est ça. que ce soit facile, quoi. Parce que- Bah, alors nous on a fait un truc qui était quand même risqué, c'est que après notre mariage on est parti en voyage de noces avec notre fille aux États-Unis parce qu'on voulait aller voir Adele en concert à Las Vegas et on a fait Los Angeles, Palm Springs, Las Vegas, etc. Et on est parti en business class avec un enfant de 1 an, Qui n'avait jamais, Dédicace qui à n'avait encore. jamais voyagé. Dédicace au passager optimum de la SNCF. C'est clair. Et alors là on s'est dit mais les gens vont nous maudire et pas du tout. Bah non. Non. Déjà, on est arrivé, tout le monde nous a dit « Oh, elle est trop mignonne, blablabla et tout. » Puis nous, on a dit « c'est son premier voyage, on sait pas trop. » Puis là, c'était quand même 11 heures d'avion. Et en fait, ils nous ont dit « Mais nous aussi, on a eu des enfants, on sait ce que c'est, vous inquiétez Super. pas. Mais en fait, c'est les. » C'est des Américains. Ouais. Ils nous ont mis hyper à l'aise. En fait, c'est les Français qui sont. Ah mais Avec les enfants. en France, on a un vrai problème. Ah ouais. Et elle n'a pas pleuré du voyage. Mm. Elle a dormi. Enfin, vraiment, c'était... Et ils nous ont dit à la fin, oh, qu'est-ce qu'elle a été sage, on l'a pas entendu. Et puis, mais vraiment, on n'a pas senti on n'a pas eu de regard en mode oh là là, qu'est-ce qu'ils nous mettent en business, ils sont fous. Et du coup, maintenant, dès que je voyage en avion et que je vois des jeunes parents avec des enfants, je leur dis, On en leur fait, dit. Mettez-vous pas de pression. Ouais. Ça va aller. Du coup, nous aussi, on part dans la bienveillance parce qu'on sait ce que c'est. Et même quand on voit une maman ou un papa avec un bébé qui pleure, on leur dit, vous inquiétez pas. Il se calmera quand il sera calmé. Ouais. Et puis nous, enfin voilà, on sait ce que c'est. Donc, Et du fait d'être un couple d'hommes, on disait dans un autre épisode sur un GPA, Axel me rappelait que en fait, du coup, on se pose pas la question de savoir d'où vient l'enfant quand il y a un couple hétéro. Ouais. Et du coup, quand il y a un couple d'hommes, ça peut stimuler des imaginaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré? bah ouais, dans le train une fois. Ava était toute petite, je pense qu'elle avait 4 ou 5 mois. Et on est parti faire une journée à Paris, mais on a pris le train ce jour-là parce qu'on était avec des amis. Et 2 dames, je pense 60, 70, plutôt 70, qui, il y en a une qui regarde l'autre et qui dit tu penses que c'est ce que je crois? Et elle dit oui, je pense que Mais à c'est ce voix que haute. tu crois. Ah oui, ben, Ah ouais, on a entendu. Hein. ben, elle a dit tu penses que c'est ce que je crois, mais on était là. Donc du coup, en plus on était en première dans le train, on était 6 dans le wagon, Donc, enfin c'était 7, calme. et c'était calme. Et du coup, je me retourne puis je fais un grand sourire comme ça. Et dans ma tête, je dis bah non, c'est pas ce que tu crois forcément. Et puis Puis ce qui est dingue avec Ava, c'est qu'elle nous ressemble physiquement. ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, Donc, j'en parlais justement avec un chanteur français que je connais bien, qui est très connu, qui lui a fait une GPA et je lui ai envoyé une photo de ma fille l'autre jour parce que sa fille est habillée en la Reine des Neiges et je dis bah moi elle quitte plus le costume, elle a la perruque, elle veut plus l'enlever. Et je lui envoie la photo, il dit mais c'est dingue, elle te ressemble. C'est ton portrait craché. Mais je sais pas s'il sait que moi, nous, c'était une adoption. Je dis, bah, c'est marrant parce que tout le monde nous le dit alors que c'est une adoption. Et souvent, tout le monde pense que Julien, c'est le père biologique. Parce elle est blonde aux yeux bleus. Ouais, elle a les yeux bleus, la même couleur de cheveux. Et après, on dit que les enfants aussi, ils prennent les mimiques de leurs parents. Ah, et les mimiques, oui. Les mimiques, ouais. donc voilà, donc mais le physique, c'est plus compliqué. Mais... Ouais, le physique, c'est plus compliqué. Mais, et du coup, ouais, je pense que tout le monde pense qu'on a fait une GPA. Et après, bah voilà, moi, perso, on n'a pas trop de. non, et puis franchement, je m'en fous. Ouais, oui, moi aussi, je. Bien sûr, il y a des gens parfois qui regardent et je me dis, mais déjà, je fais un métier où je suis passé à la télé. Combien de fois on a critiqué mon physique ou autre, ou ma voix.
Et puis je m'en fous maintenant. Je me dis. Après, c'est plutôt pour elle. C'est ouais. Mais après, on fait hyper attention. Déjà, on lui cache rien et puis on lui explique parce que parfois, elle m'a dit, elle est où ma maman? Donc, voilà. Donc, je lui explique et on n'a pas de tabou, etc. Et puis, ce qui est bien, c'est dans l'école où elle est, il y a une enfant qui a 2 mamans et un couple de jumeaux qui a 2 papas. Donc, et dans la même classe, elle a un petit garçon qui a 2 papas et sa sœur est dans l'autre classe. Et du coup, on lui dit, tu vois, il y a plein de familles. J'ai acheté beaucoup de livres aussi. Il y a un livre qui est trop beau, c'est, je sais plus le titre, mais c'est quelque chose comme. recommandé, c'est Toutes les familles de mon village. Non, moi, c'est pas celui-là. C'est dans un immeuble. Non, c'est autant de familles que d'étoiles ou un truc comme ça. Ah, oui, et en fait, ça dit au départ, il y a des milliers de chromosomes, milliards de chromosomes de tes milliers d'ancêtres, etc. Et tu nais, etc. Puis ça montre, généralement dans les films, une famille c'est représenté comme ça, un papa et une maman. Mais une famille, ça peut être ça. Ça montre même une vieille dame avec ses chats, qui est toute seule dehors. Et au final, on dit la famille aussi, une personne seule n'est peut-être pas aussi seule qu'on le croit. Et là, on la voit dans sa maison avec plein de chiens autour d'elle. Et puis, ça montre plein de choses. Et je trouvais que c'était beau. Et à la fin, ça a dit un truc du genre... et un jour, quand tu quitteras ce monde, tes chromosomes formeront une sorte de constellation au-dessus de la tête de ceux qui viendront après toi dans la famille. C'est mieux formulé que ça. Mais c'était beau, on voit plein de gens avec qui se tiennent la main. Et puis, ça parle aussi des familles dont un parent est décédé, etc. Enfin, vraiment, il était très beau ce livre. Oui, c'est important. Et souvent, elle dit, on peut lire ce livre. Donc, on le lit plusieurs fois. Elle commence à se questionner un petit peu. Mais là, c'est surtout son cousin Lucien qui a 7 ans. Ouais. Qui lui demande à ses parents, mais qu'est-ce que je dois lui dire si elle me demande qu'est-ce que je dois lui dire. Mais c'est bien. Ouais, c'est bien qu'il se questionne. Mais de toute façon, tu sais, c'est les enfants, c'est comme tu les suis sur la sexualité et tout. À partir du moment où ils posent une question, c'est qu'ils sont capables d'entendre une réponse. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Après, il faut adapter, bien sûr, mais par contre, il faut pas mentir. Oui. Ah non, il faut pas mentir. C'est très bien. C'est très bien. Ok. Et niveau éducation, est-ce que vous avez senti, de par votre profil, du coup, je dis ça parce que moi, les parents qui sortent de la norme hétéro que j'ai pu avoir à ce micro, régulièrement me disent qu'ils ont senti une espèce de pression de devoir prouver plus, tu vois, en termes d'éducation, en termes de représentation, de bien faire. Je pense que déjà, est-ce que vous avez ressenti ça? Nous, on part du principe qu'on a envie de bien faire l'éducation de notre fille, mais moi, je sens pas de pression. Enfin, en tout cas, je sais pas toi. Une pression sur nous, sur elle? Non, des gens social, plutôt. En gros, si ton enfant va faire un pas de travers, ou en tout cas qui va être interprété socialement, c'est parce qu'elle a 2 papas. C'est parce qu'elle a 2 papas, ouais. Non. Franchement, non. Pas dans notre entourage. Non, et puis même à l'extérieur. Puis après, notre fille, c'est une petite fille qui a besoin d'être stimulée, faire des activités, etc. Alors, bien sûr, c'est important de savoir s'ennuyer aussi, mais elle est hyper intéressée elle s'intéresse à beaucoup de choses, et du coup, c'est rare qu'elle fasse des crises ou qu'elle, je sais pas, pas comment dire ça, mais elle a plutôt un caractère à vouloir découvrir des choses, à être intéressée, et du coup. En tout cas, c'est rare qu'elle se fasse remarquer dans la rue. Donc, on a eu ça en Belgique la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avec ta famille, parce qu'elle avait décidé qu'elle mettrait pas son manteau dehors en sortant d'un magasin. Et là, elle s'est mise à hurler, mais hurler de colère. Je pense que tout le monde s'est retourné sur la place. Je lui ai mis son manteau. J'ai essayé de le fermer, l'a enlevé. Je me suis assis sur les marches, je l'ai regardé, j'ai dit. Quand tu seras décidé, on ira. Et je dis, par contre, là, faut se dépêcher quand même un petit peu, ma chérie, parce que je dis, faut qu'on y aille, quoi. Et puis, il fait froid, en fait. Je vais expliquer pourquoi il fallait mettre son manteau et tout. Et voilà. Et après, non, j'ai pas senti une pression sociale en mode, c'est parce que c'est de papa, non. Ok. Là, je pense que c'était plus ces gens qui me regardaient en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Et alors, du coup, niveau éducation, alors, tu vois, par exemple, le coup du manteau, j'aurais dit, ok. Je vais prendre le manteau sous le bras et j'avance. Et puis, au moment où tu auras froid, par contre, tu pourras mettre le manteau. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais sur le coup, t'as voulu lui mettre. J'ai voulu lui mettre, parce que je savais qu'elle commençait déjà à être un peu enrhumée.
Et il y avait un vent glacial et je me suis dit, j'ai pas envie que ça empire sa situation. Mais oui, effectivement, j'aurais pu prendre le manteau et lui dire, bah tiens, vas-y. Et puis en plus, on a cette croyance qu'on peut attraper froid. Oui, non, on peut Et pas en fait, attraper froid. On peut pas. Non. Même à part les pieds, souvent on dit mets des chaussettes, tu vas attraper froid, mais c'est faux. Moi, je suis tout le temps pieds nus chez moi, etc. C'est du carrelage et tout. Ah Mais bah, ça, notre fille, ça, elle est pieds nus aussi. Ma sœur est et si pharmacienne. on tombe malade, c'est pas à cause de ça. Non. Enfin, par contre, faut C'est juste pas le penser à bien se laver les mains. Ouais. Bien sûr, pour les microbes, etc. Mais c'est tout, quoi. Mais j'avais peur qu'elle chope un peu mal à la gorge ou enfin un petit coup de froid. Et justement, niveau éducation, parce qu'en off, tout à l'heure, avant qu'on démarre, il y avait une petite remarque, là. Il y en a un qui est plus laxiste, plus, parce que, ouais, mais regarde, tu vois, avec le manteau, au final. Ouais, mais c'est des tics qu'il a. C'est ça. des. Quand il a décidé de lui mettre le manteau, il va se fâcher. Non. Alors non, que dans le quotidien, t'es plus souple que moi. Bah, je suis plus souple dans le sens où, en fait, il y a des choses, on en fait des montagnes. Je trouve que. Je sens que j'ai aimé ce que tu vas dire. Vas-y. Non, mais c'est vrai, parfois, ben, tu vois, elle va renverser un verre d'eau. Ah, t'as renversé un verre d'eau. C'est pas grave, on va prendre une éponge, on va essuyer. J'ai envie de dire, enfin. Et puis, si on lui laisse pas la possibilité de faire des bêtises, il y a des choses qu'elle apprendra jamais, en fait. Après, je dis pas qu'il faut qu'elle fasse les pires conneries du monde. Non, Mais je me dis, c'est pas grave. Sinon, t'as mis des miettes par terre. Bah non, en fait, elle va dire. C'est toi qui fais. Non, mais elle va dire, c'est quoi ces hystériques là? Enfin, calmez-vous les gars. Enfin, moi, je lui dis, on a mis des miettes par terre, bah après on va passer l'aspirateur. C'est l'occasion d'apprendre une compétence. C'est ça, Ouais, au moins on bien apprend sûr. des choses. Mais vraiment, vraiment. Et voilà, et puis. Mais après, votre relation elle est trop bizarre aussi parce que vous êtes hyper fusionnels. Bah, ce matin, par exemple, pour aller à l'école, mais ça finit toujours en pleurs les deux. Ah ouais? En fait, ils sont collés l'un à l'autre H24. Mais C'est je t'aime moi non plus. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que. Alors que moi, quand t'es pas là, le matin, je la prépare. Bah, y a pas de pleurs. Non, mais là, elle a pleuré. Alors, ce matin, je la réveille doucement. Je dis, ma chérie, faut se préparer. On va aller à l'école. Si on va descendre, on va prendre le petit déjeuner. Je suis fatiguée, papa. Je veux dormir. Donc, elle remet la couette et je dis, OK. Je dis, bah, viens me faire un petit câlin. On va prendre le temps. Donc, on prend le temps, etc. Donc, nickel, là, la Donc, préparation. tout nickel. On a rigolé. Je lui ai fait des guillis. Elle était morte de Et rire. du moment où je descends en bas après ma douche. Mais c'est toi, en fait. Non, mais non. Là, vous êtes partis tous les deux à vous. Non, c'est parce que chamailler. elle a un truc. C'est qu'à chaque fois qu'elle va à l'école, elle veut prendre un objet de la maison. Mais je pense que c'est peut-être pour sentir que chez elle, c'est jamais très loin. Bon, enfin, je sais pas. Ça va dépendre des périodes. Ouais. Mais Sarah adore embarquer des trucs. Ouais, voilà. Et là, mais juste pour info, parce que nous, on a fait de l'instruction en famille, même quand elle partait avec moi en activité, en expédition, elle aimait bien avoir un truc de la maison avec elle. Bah ouais. Et là, elle voulait absolument un petit bout en plastique d'un jeu de son cousin qui s'était détaché, qu'elle avait la veille. Ouais. Mais impossible de la retrouver dans la maison. Ouais. En plus, en étant vraiment en retard. Bon, moi, je suis pas du genre à lui dire dépêche-toi. Enfin, je lui dis bon, on peut prendre le temps, mais il faut quand même se dépêcher pour pas arriver trop en retard, blablabla. Mais j'essaie de pas trop la stresser là-dessus. Et là, bah, elle se met à hurler. Mais elle hurle. Et je dis, ma chérie, je ne l'ai pas, je ne le trouve pas. La maison, elle fait plus de 200 mètres carrés. Si je dois chercher dans chaque recoin, on n'a pas fini. Et donc, du coup, elle hurle. Et du coup, on est parti à l'école comme ça. Mais après, elle s'est calmée. Mais du coup, dans la voiture, elle parlait plus, elle boudait. Ouais. Mais c'est pour ça, en fait, c'est que on est très fusionnels et tout. Et voilà. Et il y a plein de choses sur lesquelles, voilà, je me dis, c'est pas grave. Mais c'est vrai que, elle est scorpion déjà. Et ma petite sœur est scorpion. Petite. On va vous lire l'horoscope. Non, mais ma petite sœur est scorpion et parfois je retrouve le caractère de ma sœur dans le caractère d'Ava. Alors, cette semaine, les scorpions. Cette semaine, tempête émotionnelle chez les scorpions. Non, mais je sais que les scorpions, parfois, quand ils ont une idée dans la tête, ils l'ont pas. Ils l'ont dans la tête et elle va rester. Et je me dis, pleure, vas-y. Mais parfois, j'essaie de trouver l'objet qu'elle veut. Mais là, franchement, c'était impossible. C'est un truc, ça doit faire 6, 7 cm, 8 cm. Je savais pas où le trouver, quoi, ni où le chercher. Donc, je dis, ça y est, on y va. Mais c'est vrai que, elle a des petites crises, quoi. Mais, non, mais donc, du coup, il est plus laxiste. Et moi, je suis un peu plus dur sur l'ensemble. Après, c'est quoi plus dur? Si c'est qu'elle doit pas renverser de verre d'eau? Non, c'est pas ça. C'est juste que je vais dire plus facilement non. Ok. Pour mettre un cadre. Alors que toi, il y a moins de cadres. Non, mais moi, il y a des cadres quand même.
Mais de toute façon, dans les parents, il y en a toujours un qui est plus. Après, ça dépend ce qu'on appelle cadre. Tu vois, moi, je sais que, pareil, tu vois, dans cette période d'instruction en famille, moi, c'était moi qui l'assurais dans la très grande majorité. Et du coup, si tu veux, c'est vrai que ma compagne, pour en avoir beaucoup parlé avec elle voyait pas trop, tu vois, le problème de laisser faire, machin et tout. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que elle l'a géré plutôt, tu vois, le soir au tunnel. Ouais. Mais quand tu es seul avec l'enfant toute la journée, cette porte ouverte qui demande beaucoup d'énergie à gérer toute la journée, bah, toi, tu vas cadrer parce qu'en fait, tu peux pas. C'est pas possible, en fait, tu vois. Non, c'est pas possible. Et là, t'as renversé. Non, il faut qu'on nettoie. C'est pas grave de renverser, mais il faut qu'on nettoie. Il faut machin. Bah, c'est surtout qu'il faut lui apprendre à ne pas renverser. Parce que le but, c'est derrière, c'est si ça n'arrive pas. Bah oui, mais si ça arrive, tu vois. Oui, voilà, mais ça peut arriver. Il y a pas de. Voilà. Mais là, par exemple, Ava, c'est apprendre. Moi, quand je la vois prendre son assiette le soir avec du riz, puis finalement l'assiette est à 3 mètres d'elle, et puis. Bah non, en fait, rapproche l'assiette, pose-toi proprement. Non, mais je comprends. Je comprends, mais tu vois, par exemple, un juste milieu qu'on peut trouver là-dessus, c'est pourquoi ne pas mettre une serviette sur la table entre l'assiette et la. Ouais, nous, elle a un set de table. Un set de table, voilà. Bah, après, tu. Ouais, mais le truc, c'est que finalement, il y en a sur la table, mais il y en a autant. Après, on a deux chiens qui font les aspirateurs à la fin du repas. Mais après, c'est certainement aussi l'éducation que. Ouais, moi, t'as reçu. T'as reçu une éducation différente. Ça, tu vois, en vrai, alors, c'est pour moi, hein. Mais ça, pour moi, en vrai, à cet âge-là, en tout cas. C'est pas grave. Tu vois. Enfin, je te le dis, ça va passer et tout. Mais moi, je relativise aussi, je me dis, elle vient juste d'avoir 3 ans. Ouais. Et surtout, et en plus, mine de rien, en termes d'apprentissage de compétences, elle est en train d'apprendre potentiellement à ne pas faire tomber, tu vois. Et moi, mon approche à moi, ça serait plutôt de dire, ok, tu sais quoi, on va regarder combien de grains de riz tombent. Ouais. Tu vois. Et moins t'en fais tomber, plus tu maîtrises, ma chérie. Bah c'est clair. Tu vas essayer d'encourager une progression, tu vois. Elle s'est dit, tiens, moi, j'ai envie de tester ça. Et du coup, ok. On va essayer de t'entraîner dans la maîtrise du geste. Ouais, c'est pas mal. Et une fois qu'elle aura maîtrisé, terminé, elle passera à autre chose. Ou peut-être qu'elle va manger comme ça toute sa vie, je sais pas. Ça sera chiant, je souhaite pas, mais peut-être que les prochains dates. Mais après, c'est vrai que je trouve que parfois, on a tendance à vouloir qu'il soit grand trop vite. Ouais. Mais parce que souvent, c'est parce que nous avons demandé d'être grand trop vite. C'est ça. Et je trouve que parfois, on est trop impatient. Ouais, on a oublié ce que c'est que d'être vraiment des enfants. Et d'être petit et de pas savoir faire un truc. Dans des structures éducatives où on peut nous demander de refouler les émotions, de machin. Exactement. On peut avoir cette exigence-là, alors que non, elle a juste 3 ans, tu vois. Bah ouais, c'est D'ailleurs, en parlant d'émotions, de départ, machin, toi, Olympe, il y a pas longtemps, tu t'es parti en déplacement. J'ai fait une tournée. T'as fait une tournée. Comment ça s'est passé, cette absence? Pour toi, pour vous, pour le coup, Bah alors moi, ça a été difficile de partir et de les laisser à la maison parce que je partais quand même du jeudi dans la journée, mais comme je repartais avant qu'elle rentre de l'école et je rentrais le lundi après-midi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça faisait 5 jours et c'était ça pendant 4-5 mois. Okay. Donc du coup, je revenais 3 jours dans la semaine, mais pour faire des lessives, laver mes tenues de scène et repartir, quoi. C'était compliqué. Puis comme elle allait à l'école, elle allait à la crèche à l'époque, pendant la tournée. Donc du coup, je la voyais que le soir vite fait, puis elle mangeait, on allait se coucher. Et j'avais pas les week-ends, parce que tous les week-ends, je l'ai passé en tournée. Donc du coup, c'était compliqué. Et puis pour elle aussi, toi déjà, du coup, tu as dû t'en occuper à plein temps. Et Ava, je pense que c'était dur pour elle aussi. Et puis on évitait de faire trop de visio parce qu'après le soir, ça la perturbait et puis elle était triste. Donc au début, elle comprenait pas, puis après elle a compris. Et puis on l'a emmenée au Zénith de Lille et au Zénith d'Amiens, donc elle a pu venir voir le spectacle, etc. Et ça s'est calmé, quoi. Elle a compris que j'allais travailler et que j'allais revenir. Et que tu l'aimais quand même. Et que je l'aimais quand même. C'est ça, en fait. Bah ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'était la peur qu'il ne revienne pas. Ouais. C'est vraiment ça. Et elle me disait, je veux pas que tu chantes. Je veux pas que tu ailles sur scène. Je dis, bah oui, mais c'est mon travail. Et puis après, elle voulait aller sur scène avec moi. Donc on allait sur scène et tout. Et je lui dis, bah tu vois, c'est mon travail, mais après je reviens. Je pense que c'est important, ça. Ouais, de lui montrer et puis de lui expliquer. Tu sais que Sarah, tu vois, là, je suis en déplacement à Paris, etc. Et il y a l'année dernière, enfin, sur les deux dernières années, surtout que, tu vois, après cette expérience d'instruction en famille, etc.,
elle s'est vraiment demandé, tu fais quoi, tu vois. Et en fait, c'est l'année dernière, par exemple, je lui dis, viens avec moi. Donc, elle a raté l'école, parce qu'elle avait été scolarisée. Et elle est venue, tu vois, j'avais fait un débat chez Le Crayon, par exemple, face à une maman d'extrême droite, très conservatrice. Et en fait, je lui avais dit, tu sais quoi, tu viendras avec moi si tu veux. Ah ouais, super. Elle m'avait aidé à préparer le débat. Elle avait regardé les vidéos de la dame avec moi, tu vois. Elle m'avait dit, je suis pas d'accord avec ça, pourquoi t'es pas d'accord et tout. Elle lui a dit d'ailleurs, quand elle l'a rencontré. D'accord. Elle lui a dit, bonjour, mais je suis pas d'accord avec toi. Ok, elle a 6 ans, tu vois. J'adore. C'était génial. Et d'ailleurs, ce qui a été très bien reçu par la personne, soit dit en passant quand même. Ah bon, d'accord, raconte-moi, tu vois. Donc, c'était super intéressant. Mais tu vois, de venir avec moi, dormir à l'hôtel avec moi, de voir comprendre pourquoi je faisais ça. Après, on était en festival féministe, donc elle a rencontré des femmes, elle a écouté des femmes très engagées parler, qu'elle a trouvé très inspirantes d'ailleurs. Elle était avec moi sur scène pendant la table ronde, tu vois. Elle a trouvé ça un peu chiant. Mais elle était là, tu vois. Et c'était intéressant aussi que l'entourage de ces événements se dise comment est-ce qu'on va intégrer cet enfant aussi. Tu vois. Bien sûr. Voilà. Et du coup, maintenant, quand je pars, tu vois, je peux lui ramener des petites photos, des trucs, mais d'avoir fait ça, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, là, elle m'a réclamé il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, j'aimerais bien revenir avec toi, voir ce que c'est le nouveau studio et tout. Tu vois, on est chez Acast. Et je me dis, ok, il y a un moment où je vais organiser ça, où je vais prendre une personne, où j'embarque quelqu'un avec moi depuis Bordeaux, où je trouve une personne ici pour la garder un petit peu, et voilà. Bien sûr. Là, elle est venue, Julien et elle m'ont rejoint à Montréal pour 10 jours pendant les vacances. Et du coup, elle était super contente. Et même là, elle me disait, on pourra retourner au Canada. Donc, non, au début, c'est dur, mais je pense que c'était même peut-être plus dur pour moi de la laisser et de me dire, la culpabilité. Et puis même, moi, j'aime bien être avec eux et avec elle aussi. Et ça me faisait bizarre de me retrouver tout seul dans le tourbus. Il y a ce truc, je sais pas si ça te le fait, ou même avec toi, Julien, si tu te déplaces ou quand t'es pas avec, mais tu sais, des fois, tu te dis, je suis fatigué, là, je ferais bien un moment sans enfant. Puis tu pars. Tu dors pas. Et t'es à peine parti, tu te dis, mais mon enfant. C'est ça, exactement. Je suis parti à Toulouse il y a quelques jours, sur 2 jours. Et je m'étais dit, trop bien, je vais dormir à l'hôtel, je vais bien dormir et tout. Alors, je dors mal parce que du coup, ils sont pas à côté de moi. Ou, c'est clair. C'est trop bizarre. Et puis, il y a un truc qui marche pas. Et puis là, sur la prochaine tournée, là, elle était un peu petite, mais on essaiera de faire une nuit ou deux dans le tourbus pour qu'elle comprenne comment ils se déplacent. Ça, c'est super. Ça. Là, elle est un peu petite. Vous n'êtes pas prêts, parce que dormir dans un tourbus. Une expérience à vie. Bientôt le vlog d'Olympe. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Et après, mais la Lille, elle était un peu petite, mais parce qu'avec les couches et tout. Est-ce que, avant qu'on termine, est-ce que Olympe, toi, cette parentalité dans ton processus créatif, dans tes chansons, peut-être même dans tes interprétations, ça a apporté quelque chose, ça a modifié quelque chose? Oui, parce que déjà rien que dans le dernier spectacle qu'on a fait là et qu'on vient de terminer, chanter l'hymne à l'amour. Et quand tu chantes l'hymne à l'amour et que t'es papa, en tout cas, il y a une dimension quand je chante les mots de cette chanson, je pense à elle, à Julien et à notre famille en fait. Et du coup, c'est le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Tu vois, c'est vraiment ce sentiment. Ça donne quoi chanter? Parce que quand même, tu chantes bien. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Putain, il m'a foulé. Désolé, mais je l'ai prise trop haute. Non, mais tu m'as... Ah là, ça me... Mais non, c'est vrai que c'est... impressionnant. Et puis quand tu te retrouves dans une salle... En plus, j'ai chanté devant eux au Zénith de Lille. Donc du coup, là, je la voyais devant avec Julien en train de regarder et tout. Donc c'était trop beau, quoi. Et puis même dans les chansons, j'ai commencé à écrire des choses... sur elle, sur notre famille, etc. Mais c'est pas sorti. Rien d'abouti encore parce que voilà, je pense que on n'est jamais assez satisfait de ce qu'on écrit en tant qu'artiste. Mais non, ça change tout. Et puis surtout, je sais qu'aujourd'hui, je fais plus de la musique pour de la même façon qu'avant et pour les mêmes raisons. Tu vois, aujourd'hui, si je fais une tournée de 40 dates et qu'après je fais rien pendant 2 ans,
Bah, c'est bien parce que je sais que je vais être avec ma famille et c'est cool. C'est beau. Et c'est cool de partir en tournée, mais C'est bien de rentrer. c'est bien de rentrer, quoi. Et de pouvoir passer du temps en famille. Pour terminer cet échange, si vous aviez en face de vous un jeune couple homosexuel qui vient tout juste de déposer son dossier d'agrément et qui a peur de l'avenir pour l'adoption, vous auriez envie de leur dire quoi? Qu'il faut rester positif, qu'il faut pas qu'il y aura des moments de doute, qu'il faut bien garder en tête que ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas se produire, mais qu'il y a d'autres façons de devenir parent. Ouais, mais que ça arrive en tout cas. Ça peut arriver. Ça peut arriver et que nous, depuis notre adoption, dans la famille d'accueil où était notre fille, il y a eu 2 couples de papas en plus et il y en avait eu qui ont un adopté. Il y en avait eu un avant nous. Donc ça arrive. En 7 ans, elle en a eu 4 quand donc même. Ça arrive. Okay. Et et un conseil, dormez. Dormez. Ça, c'est le conseil qu'on donne à tous les futurs parents. Dormez tant que peu importe. Non, mais voilà, de pas se stresser et que ça arrive. Il y a des couples homosexuels qui adoptent. Donc, voilà. Parfait. Merci. Un immense merci à vous, Olympe et Julien, pour votre sincérité, pour avoir partagé ce parcours si intime avec nous. Je pense que votre histoire donnera beaucoup de force à celles et ceux qui sont encore dans la salle d'attente de l'adoption et beaucoup de clés aux autres aussi pour mieux comprendre ces enjeux, même ceux qui n'y sont pas confrontés. Si cet épisode vous a touché ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen de faire voyager la parole. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. À bientôt.